Bonjour à tous. Au cours de ces 3 dernières années, nous avons travaillé sur un grand projet scientifique conjointement à nos collègues de Novosibirsk et de Krasnoyarsk. Ce projet porte sur l'analyse et l'évaluation des perspectives de développement de l'économie de l'Asie russe et notamment notre mission porte sur l'étude du bloc transport au sein de ce projet, pour ce qui est de mon équipe, et l'influence du développement économique sur la formation des flux de transport. Généralement, ce type de projet, ce type de mission commence par la création d'une liste pour les scénarios. Et bien évidemment, ils sont parfaitement liés à la situation économique. Nous nous appuyons sur les données du ministère de développement économique. Et vous voyez ici sur la première diapositive l'évaluation des rythmes de croissance dans les plus grandes économies du monde. Et nous voyons que dans les pays les plus développés, le PIB continue à diminuer et cette tendance se poursuivra jusqu'en 2030 pour se stabiliser ensuite. Donc, à l'horizon 2030, la part des pays développés en pourcentage se réduira de 17%. La Chine, l'Inde devraient poursuivre leur développement et donc pour l'Asie russe, des avantages apparaissent qui sont liés à la proximité géographique, notamment. Alors, nous avons élaboré 3 scénarios de développement de l'économie de la Russie. Bien évidemment, ce sont nos évaluations d'experts, donc stable, optimiste et pessimiste. Donc voici, vous voyez les rythmes de croissance du PIB annuel pour ces scénarios. Et donc, nous voyons que ce sont les ménages qui constituent la plus grande part pour ce qui est de la hausse. Donc, nous avons fait un ratio export sur consommation des ménages. Et ici, vous voyez justement les exportations et les indicateurs, les évaluations pour les ménages. Dans le contexte actuel, les tensions, les sanctions, eh bien, il sera plus difficile sans doute, enfin, pardon, il sera sans doute très utile de s'appuyer sur la demande intérieure pour assurer le développement de notre économie. Un certain nombre d'études montrent que le volume du marché intérieur et de la demande intérieure en potentiel, en tout cas, est colossal. Et donc, plus nous nous écartons des importations, plus nos producteurs seront incités à assurer la demande de la population. Alors, pour ce qui est de l'économie du pays, nos prévisions, ils nous permettent par la suite de ventiler nos évaluations par région, par district. Donc, vous voyez ici les scénarios de développement des régions, notamment l'Asie russe, le district fédéral de la Sibérie, notamment. Nous voyons ici plutôt un scénario inerte, donc d'inertie, la croissance est moins rapide, en dessous de la moyenne du pays. Et si l'on évalue la contribution des sujets fédéraux au PIB, elle est plutôt faible pour la croissance annuelle. Donc, il faut bien évidemment stimuler l'économie. Mes collègues disaient
parlait de ces régions mitoyennes qu'il fallait soutenir. Et donc, dans le cadre de notre grand projet, consortium, nous avons réuni les données produites par nos collègues pour évaluer les investissements dans les grands projets, dans les grands chantiers. 2-3 000 milliards de roubles selon nos estimations, pardon, 4 milliards de roubles, 1000 milliards de roubles. Donc, vous voyez ici les différents projets qui concernent les régions de l'Asie russe. Alors, nous avons utilisé différentes méthodes pour évaluer la croissance économique des régions, l'influence sur la structure des investissements. Nous voyons que le poids des investissements donc, ne permettent pas de changer les structures, même il pourrait y avoir une amélioration pour l'extrême-orient russe. Le PIB régional devrait évoluer. Une croissance est attendue. Donc, dans le cadre du scénario optimiste, cette hausse est plus importante, bien sûr. Pourquoi? Parce que l'on considère qu'il y aura davantage d'opportunités de réaliser le potentiel productif, par exemple pour ce qui est du district fédéral de la Sibérie, 2025 à 2030, pour nous, quelques 3% de croissance, et pour l'extrême-orient, 1%. Donc, c'est de la croissance supplémentaire, hein. Et ici, sur ce transparent, vous voyez notre évaluation des incidences de la mise en œuvre de certains grands projets par sujet de la fédération en Asie russe. Donc, nous voyons, par exemple, que les régions les plus pauvres, avec la croissance la plus faible du PIB régional, Caucasie, par exemple, bénéficieront de ces investissements grâce aux effets interrégionaux, bien sûr aussi, mais également parce que un certain nombre de ces projets concerneront directement ces régions. Pour ce qui est des transports maintenant, donc ici vous voyez la structure de transport des marchandises et des passagers pour la Russie dans son ensemble. Donc 68% pour le transport par automobile, 15,9% pour le rail, 14,20% c'est du transport individuel en fait, et donc nous voyons que c'est surtout l'automobile qui prime. Le rail ne concentre que 15,9%, mais dans la structure d'ensemble, il faut dire que en Sibérie, le rail correspond à 32%, alors que la densité des voies est en général à peu près la moitié par rapport au reste du pays. Alors, pour ce qui est du transport par automobile, 5% pour la région Sibérie et 2% pour l'Extrême-Orient. Donc, nous avons modélisé les prévisions pour le rail, pour l'automobile, que vous pouvez consulter. Alors, quelle méthode avons-nous retenue? Comme je l'ai déjà dit, le niveau supérieur, disons, c'est un modèle macroéconomique qui vise à définir les différentes conditions. Puis, le niveau fédéral, sujet de la fédération. Donc là, nous nous appuyons sur le modèle régional norme et PIB, donc par secteur économique. PIB régional, bien sûr. Ensuite, nous calculons donc l'ensemble, les volumes totaux pour le rail,
par type de marchandises et pour le transport de marchandises par automobile. Ensuite, nous évaluons les transports interrégionaux par type de marchandises. Et ensuite, on fait un calcul pour les districts fédéraux. Il faut dire que tous les calculs dans le cadre de ce modèle sont équilibrés, évidemment. Donc, tous les indicateurs pour les différents sujets de la fédération sont réunis par district fédéral. Et donc, nous insistons beaucoup sur cette convergence. Pour cette dernière année, au cours de cette dernière année, nous nous sommes penchés également sur le transport des passagers par automobile et par rail, et également plus en détail, en tout cas, sur le transport de marchandises par voiture. Alors, quel est le tableau? Nous avons des prévisions pour un certain nombre de types de marchandises, donc 3 scénarios là aussi. Donc, l'année 2020 de base, modèle plutôt optimiste et ouvertement optimiste. Donc, nous voyons que pour la région fédérale de la Sibérie, d'un scénario à l'autre, le volume de transport des marchandises énergétiques, le charbon par exemple, leur part diminue. Alors que pour les autres types de marchandises, on constate une hausse. Donc là, il s'agit de matériaux pour le BTP et ainsi de suite. Donc, une meilleure diversification. Pour ce qui est de l'Extrême-Orient, alors, il n'y a pas de base énergétique contrairement à la région fédérale de la Sibérie. Donc, ici, on a déjà une meilleure diversification et cependant, le scénario optimistique montre aussi que la part du transport de ressources énergétiques diminue, alors que la part de transport des métaux augmente, notamment. Ici, je voulais montrer que donc, le transport subit une certaine inertie, comme l'économie des régions en général d'ailleurs. Nos calculs montrent que, il y a une grande inertie et il faut des efforts à long terme, des investissements à long terme pour parer en fait les influences négatives, et cela concerne les transports aussi. Donc, tout d'abord, cela concerne les arrivées et les départs des transports ferroviaires à Novosibirsk. Cela démontre que les transportations antérieures augmentent en Sibérie, et la même chose se passe à l'Extrême-Orient. Donc, euh, les transportations antérieures au pays augmentent et les extérieures se diminuent. Le diapositive suivant est dédié au transport routier pour la transportation des biens. Vous avez ici les prévisions, les pronostics pour ce domaine. La partie suivante, c'est la transportation passagère. Ici, nous constatons une diminution de 1,5 à 2% qui est significative dans le scénario énergétique et une légère augmentation dans le cadre du scénario optimiste, qui a plusieurs prévisions qui ont été prises en compte par rétrospective régionale, par activité économique de la population et prévisions démographiques qui ne prévoient pas d'augmentation de la population dans ces régions.
Le volume de transportation passagère se diminue par la transportation en utilisant des véhicules privés. Nous voyons la dynamique du nombre des voitures passagères par la quantité de population a grandi de 6 fois. Donc, pour les deux régions en cause, cela correspond, cet indicateur correspond à la moyenne russe. Et la prévision par région, nombre de voitures par 1000 personnes, est prévu à augmenter de 1,5 à 2 fois. Et nos experts considèrent qu'il y a cette possibilité à la croissance du parc des voitures passagères. Le potentiel de ce parc est déterminé par par le nombre de la population et le nombre de voitures disponibles. Alors, transportation par air et par voie, euh, par voie fluviale et maritime. Alors, pour les transports aériens et pour les transports par eau, mais à l'intérieur, on a ces stratégies de transport pour des périodes différentes depuis 2008 et jusqu'à 2020. Et compte tenu des conditions actuelles, parfois il y a eu des diminutions, mais on voit la tendance à la hausse qui se généralise. Et le dernier diapositive qui, pour moi, est important, je voudrais parler de la connectivité du transport, des transports et des perspectives de développement des couloirs, des corridors de transport. Donc, qu'est-ce que se passe dans les deux régions concernées? On voit que depuis la Sibérie vers l'Extrême-Orient, on va acheminer de l'énergie et en retour, on va importer des métaux. On va faire transporter des métaux. En Extrême-Orient, on aura des taux de croissance un peu plus élevés en comparaison avec la Sibérie, ce qui veut dire qu'il y a des nouvelles possibilités pour la croissance au sein de cette région pour différents types de marchandises liées à la construction, à l'industrie. Donc ici en bas, vous voyez une forte diminution des transportations en provenance de la Sibérie et une augmentation pour les transportations en provenance de l'Extrême-Orient. Donc, cela ne change pas l'image, le panorama général, mais le dynamique est tel que montré sur ces diapositives. Et les conclusions. La mise en place du potentiel du transit de notre pays a décéléré dans le cadre de la situation géopolitique actuelle. Et les partenaires principaux sont la Chine, la Mongolie et les pays de l'Union eurasiatique. On peut dire que dans les conditions actuelles, se forme un contexte favorable pour réorienter l'économie et les flux des transportations vers l'Est, ce qui donne des avantages pour la Sibérie et l'Extrême-Orient en Russie. Cette idée de tourner vers l'Est va faire croître également les importations. Dans le cadre de notre modèle, nous prévoyons une croissance plus forte dans l'Extrême-Orient, dans cette région, mais cela ne veut pas dire que la croissance décélère en Sibérie et cette région est classe parmi les premières dans la transportation de l'énergie.
nous avons aussi estimé une manœuvre qui visait l'augmentation des fournitures intérieures et diminution des fournitures extérieures. Merci de votre attention. Alors, en tout cas, nous allons étendre notre pause déjeuner jusqu'à 16 heures et je pourrais proposer un peu de temps pour des courtes questions qui pourraient aboutir à des courtes réponses. Voilà, donc 7 à 8 minutes pour vous. Alors, j'ai une question sur le diapositive, l'avant-dernier diapositive. Il y a eu un graphique qui montre une forte augmentation des acheminements des métallurgiques de l'Extrême-Orient en Sibérie. Il s'agit de quoi? Oui, les 38% là, métallurgie, alors que c'était 7 avant. Pourquoi vous dites 7 avant? Non, c'est pas ça? Non, c'est la part de transportation pour 2035 par type de cargaison. Et il faut regarder comment cela avait été avant. Moi, je peux répondre. Un des projets qui a été considéré comme un booster pour la partie asiatique de la Russie, c'est la mise en place d'une usine métallurgique en Extrême-Orient. Je ne pourrais pas vous dire dans quelle partie en particulier. Oui, il faut regarder la liste des projets innovatifs. Alors, c'est la base de minerais de Yakoutie. Je ne pourrais pas vous donner des volumes de ce projet, mais il s'agit de quelques millions de tonnes de production annuelle. Non, ce n'est pas tout à fait ça. En Sibérie, on ne pourrait pas dire qu'il y a un excès de métaux. Parce que si on parle de l'armature, par exemple, il y a assez de potentiel, mais si on met en place de l'ingénierie, il n'y a pas assez d'usines qui pourraient produire un acier de telle qualité. Donc voilà, il y a en tout cas une hypothèse qui existe, ce projet métallurgique, et cela a été pris en compte. Oui, il faut regarder ça plus en détail parce que la métallurgie de l'Extrême-Orient s'orientait normalement aux exportations. Non, mais en fait, les conditions sont très, très bonnes. Personne ne savait ce qu'était ce projet, mais aujourd'hui, il y a vraiment cette réorientation des métaux des usines occidentales voilà, qui va plus aller vers l'Europe, qui n'accepte plus de fournitures en provenance de la Russie.